je vous passe la parole. Wesnia qui va présenter son travail intitulé La fonction sociale de l'utopie musique, l'utopie musique, les expériences culturo-musicales noires. Bienvenue, Merci, Wesnia. merci. Alors, mes remerciements à tout le monde, enfin aux organisateurs principalement, à Soraya, à Madame Mylène, et bonjour et bonsoir à tous. Très rapidement, le titre de ma communication, c'est donc la fonction sociale de l'utopie musique et les expériences culturo-musicales noires. Euh, alors, je vais procéder comme les précédents communicants. Je présenterai quelques citations qui serviront de guide. Et ensuite, je commenterai progressivement. Alors, comment paginer? Voilà. Alors, pour introduire le propos, nous avons ici quelques éléments théoriques, quelques citations qui sont tirées d'un texte, un texte du philosophe Ernst Bloch sur l'utopie. Le texte s'intitule L'esprit de l'utopie. Alors, le texte de Ernst Bloch est un texte connu pour avoir questionné le rapport entre la musique et les études sur l'utopie. Et comme vous pouvez l'apercevoir, c'est une réflexion qui tente de montrer la fonction sociale et politique de la musique, précisément la fonction utopique de la musique et une fonction qui doit avoir des influences sur le corps social ou politique. Alors, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que cette étude-là de Ernst Bloch pouvait être mise en relation avec les expériences culturelles noires ou africaines. Alors, donc, je vais expliquer en 4 points ces citations. Premièrement, euh, le texte L'esprit de l'utopie est publié dans un contexte de guerre. La Première Guerre mondiale, il paraît en 1818 et l'auteur qualifie cette époque dans l'introduction de son texte comme une époque de décadence de l'Occident, une époque de chaos politique et culturel. Et il qualifie l'État ou le système politique de cette époque-là comme des systèmes qui mettent en avant l'esprit machiniste, en d'autres termes, qui chosifie l'homme au profit, n'est-ce pas, de la machine, des besoins de production, de consommation. Et deuxièmement, suite à cela, il appelle à ce que l'on a qualifié de romantisme euh, révolutionnaire. Un romantisme qui pour lui doit s'appuyer sur la musique, sur l'art et principalement la musique, parce qu'il estime que la musique serait, n'est-ce pas, de tous les arts de cette époque-là, le seul qui est capable d'échapper à la domination ou au pouvoir technique, au pouvoir de la machine. Et pour cela, il va définir deux fonctions de ce romantisme révolutionnaire. Premièrement, il appelle à une reconnexion aux émotions humaines, une rencontre avec soi. Et cette rencontre avec soi doit passer par ce qu'il appelle une conscience utopique. Le sujet doit se reconnecter à ses valeurs humaines pour échapper au pouvoir de la consommation, de la production des biens, et se reconnecter à ce qu'il appelle les besoins de l'âme humaine. Et la conscience utopique chez lui est ce qu'il appelle la conscience méditique ou l'espérance méditique. Il y a donc une relation au futur, l'invention d'un futur, parce qu'il estimait que la période de la guerre était une période qui avait totalement empêché toute forme d'espérance d'avenir. La deuxième fonction qu'il doit définir, c'est ce qu'il appelle la fonction cosmique de l'utopie. Et cette fonction cosmique est pour lui celle qui consiste à aller vers les autres,
à construire le sentiment de communauté. Parce que, justement, dans la période de la guerre mondiale, il va estimer que l'Europe et l'Occident avaient promu, mis en avant euh, des cultures nationales et négligé le sentiment d'unité, de l'unité entre les nations. Et pour lui, à cette époque-là, le sentiment de communauté, toute conscience communautaire avait été brisé par le pouvoir, par l'État. Et pour sortir donc de cette situation apocalyptique, chaotique, il va appeler à ce que j'ai qualifié de romantisme révolutionnaire et romantisme révolutionnaire utopique parce que pour lui, l'utopie est justement révolte par principe, d'où le titre L'esprit de l'utopie. Et pour cela, il faut évidemment convoquer la musique parce que la musique est un art qui peut être exprimé sans le recours à la technique, de moins de tous les arts. C'est le seul qui peut être exprimé sans recourir à l'esprit machiniste, aux inventions de cette époque. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est que l'esprit utilitaire, la chosification de l'homme à la faveur de la machine, euh, est typiquement euh, la même expérience que va connaître euh, les peuples africains, noirs en général, en rapport avec les questions de colonialité ou de décolonialité. Et donc, c'est pour cela que je voudrais comparer ici ces hypothèses-là, mais précisément dans le contexte africain et des diasporas. Alors, je citerai quelques exemples, précisément trois ou quatre. Le quatrième exemple, je le mettrai en conclusion. Donc, le premier exemple est celui de Noël Baleine, qui va questionner le rapport à la musique euh, de ce qu'on a appelé des chants spirituels, notamment les négros spirituels. Et la perspective de Baleine consiste à montrer que pendant euh, l'économie de la plantation, les Noirs vont développer le sentiment de communauté malgré toutes les stratégies qui avaient été mises en place. Et ce qui est intéressant dans sa perspective, et je pense que vous pouvez le remarquer sur la citation, c'est que le corps, puisque les Noirs étaient divisés, euh, les familles étaient séparées et on leur privait de tout ce qui pouvait, n'est-ce pas, servir d'outil de révolte. Ils vont inventer des instruments naturels, rudimentaires, pour communiquer, mais aussi pour résister au sentiment de fracture qui était mis en place par ce qu'elle appelait l'économie de l'industrie du négrier. Et ils vont se servir finalement de leur corps meurtri, frappé, courbé. Ils vont se servir de tout ce qui était des simples outils pour tenter de maintenir ce sentiment de communauté. Ce qui rappelle, n'est-ce pas, euh, cette fonction naturelle de la musique comme art d'expression d'une conscience communautaire contre un pouvoir qui voudrait, n'est-ce pas, annihiler l'humain. Le deuxième exemple est celui de Web Dubois, dans un texte très connu. D'ailleurs, j'étais étonné de retrouver cela dans ce essai qui est très cité. Et Dubois va étudier ces champs spirituels noirs en montrant la richesse que ces champs représentent dans le contexte d'une Amérique ségrégationniste. Et pour Dubois, ce texte qu'il publie, je crois, à l'aube du XXe siècle, dans cet essai où il consacre un certain nombre de pages au génie culturel des peuples noirs et en montrant notamment leur participation à la révolution culturelle américaine, il va insister sur le fait que ces chants
ont été des chants d'affirmation identitaire et de revendication sociale. Alors, ce qui est intéressant dans sa perspective, c'est que pour lui, ces chants n'étaient pas d'abord des chants euh, qui mettaient en avant la dimension technique, la maîtrise technique de l'art musical, mais surtout l'expression de l'âme intérieure des Noirs oppressés. Et il va prendre un exemple, euh, les chanteurs du jubilé du fisc. Alors, les jubilés du fisc ont connu, alors c'était une troupe d'écoliers qui vont être encadrés par on va dire un blanc, un représentant du pouvoir, hein, et qu'ils avaient écouté ces jeunes écoliers. Et Dubois a dit qu'il avait été frappé par la profondeur de ces chants-là. Et suite à cela, ils vont connaître un parcours glorieux. Ils vont être entendus au niveau national, je crois au Congrès, mais aussi au niveau international, en Écosse et en Suisse. Et ces chants vont être vulgarisés comme des chants qui appelaient à une nation plus ou moins post-raciale. On a toujours ici ce rapport entre la musique comme art utopique et comme art de transmission des valeurs humaines. La musique qui devient finalement un instrument de lutte contre cette volonté de réifier, de chosifier l'humain. Le troisième exemple, dans le contexte africain, est celui d'écrivain, de l'historien panafricain Hamza Boukari, qui a également réfléchi sur la musique dans le continent africain et a montré le rapport très étroit entre le mouvement panafricain et le rôle du musicien. Et il démontre que finalement, le musicien africain a contribué à l'émergence, à l'installation du processus de libération du continent. Et il prend quelques exemples. Donc, alors c'est c'est un essai très riche sur ces questions. On y trouvera par exemple les allusions au mouvement Rastafari, au reggae, la figure très connue de Bob Marley, avec des albums comme Exodus, qui chantait l'errance des peuples noirs vers une terre promise, la chanson Africa Unite de Bob Marley, qui appelait à l'unité des peuples noirs, mais c'est surtout les artistes africains qui attirent ici mon attention, et il en prend deux, principalement, notamment le Nigérian Fela Kuti et la Sud-Africaine Myriam Makeba. Alors, pour le cas du Nigérian, c'est un artiste qui a eu, euh, il a été très influencé par le nationalisme noir aux États-Unis. Il partageait aussi les idées de Kwame Nkrumah et il a développé une musique qui mettra en avant à la fois ses positions afrocentriques, donc la recherche d'une gloire passée des peuples africains, des racines. Euh, il mettra aussi en avant le pidgin nigérian, donc toujours dans cette revendication de l'originalité africaine et très engagé. Et de même que la Sud-Africaine Myriam Makeba, qui a d'ailleurs chanté lors de la création je crois, de l'OUA, l'organisation euh, j'espère ne pas très mal prononcer cela, je crois l'organisation de l'unité africaine, hein, je crois, à Addis Abeba. Et donc, on rapporte que lorsqu'elle a chanté ce jour-là, ses chants en éthiopien, un chant éthiopien populaire, a touché les convictions profondes, non seulement de l'empereur d'Éthiopie en ce temps-là, mais aussi et surtout les convictions de Senghor et de Houphouët-Boigny, qui étaient des présidents plus ou moins conservateurs, donc qui n'étaient pas pour l'unité en quelque sorte. Et donc, on peut voir comment l'artiste africain, en l'occurrence ici,
va contribuer. Parce qu'après, elle a eu aussi une carrière plus ou moins politique, hein. C'était des artistes qui étaient très engagés, qui ont énormément influencé. Elle va appeler aussi au développement d'une langue africaine comme outil de communication pour cette idée d'unité. Et ces artistes-là ont réellement contribué au développement de mouvements panafricains et ont très souvent été négligés. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans cet essai de Hamza Boukari, qui est un essai qui, non seulement questionne le volet politique du panafricanisme, le volet culturel, mais c'est surtout le volet très négligé, artistique du panafricanisme, pour venir montrer finalement que la musique est un outil de libération, et pas n'importe quelle musique. C'est une musique qui exprime l'émotion intérieure, qui est une musique qui est tirée le vécu de ces populations-là. Alors, en dehors de ces artistes-là, il y en a plusieurs. Dans les années, les décennies d'après, on connaîtra, par exemple, des titres comme, pardon, comme Indépendance Tcha-Tcha de Joseph Kabasele, qui vont également être mis en avant pour glorifier les indépendances, les immortels de Franklin Bukaka, dédié aussi à la révolution africaine. On pourra en citer d'autres. Et donc, les artistes ont eu vraiment un rôle important dans la libération du continent africain. Alors, ces trois exemples-là me semblent être pertinents pour justifier une sorte de fonction utopique, sociopolitique, en référence aux thèses développées par euh, Ernst Bloch dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, surtout il y a des similitudes. Alors, il y a des similitudes de contexte. Il s'agit de se libérer d'un pouvoir qui tente, n'est-ce pas, à réifier, à chosifier l'humain au profit de la machine et de la technique. En conclusion, je voudrais apporter quelques limites à ce propos ou à cette fonction utopique de la musique. En m'appuyant sur l'essai très récent de Joseph Tonda, qui a déjà été cité ici. Alors, Joseph Tonda apporte une perspective différente. Avec Joseph Tonda, finalement, la musique n'est pas aussi utopique que cela. Elle est même dystopique dans le continent africain. Parce que il démontre que euh, le continent africain est un continent qui n'a pas d'existence et de présence politique et sociale. Et le sujet africain vit dans un rêve africain, entre guillemets, qui n'est pas le sien, mais un rêve colonial et impérial. Et dans la musique, justement, on retrouve, enfin, on voit des musiciens vont être impactés par cette vision, ce pouvoir, euh, cette infrastructure coloniale, cette scène coloniale qui domine leurs gestes, leurs expressions musicales. Alors, cette perspective est intéressante, ça montre combien la colonialité est ancrée. Parce que si la musique est pour Ernst Bloch l'instrument le plus naturel à l'humain, l'art le plus naturel capable de mener une révolution contre un pouvoir à caractère josifiant, réifiant, caractère colonial, et que dans le continent africain, on retrouve des musiciens qui, au lieu d'être des agents euh, de la révolution, sont eux-mêmes impactés au plus profond de leur âme, parce que la musique exprime leurs âmes intérieures, leur intériorité profonde. On voit combien la perspective de Joseph Tonda est intéressante et nous interpelle au plus haut point. Donc, je voudrais terminer par là et j'espère avoir des échanges sur cette communication. Donc, merci à tous pour votre bienveillante attention.